Monsieur le vice-président et chers collègues, c'est peu dire que les collectivités locales françaises ont dû s'adapter au cours des années dernières, à force, c'est vrai, de mécanismes institutionnels, de contraintes financières, les choses viennent d'être rappelées. Et je dois dire que ce débat d'orientation budgétaire nous oblige à dire à nouveau combien le contexte dans lequel nous évoluons est instable. Le gouvernement va inviter les départements, entre autres, à contractualiser, avec l'idée d'encadrer leurs dépenses de fonctionnement. Disons-le, c'est une forme de retour à la tutelle qui ne dit pas son nom, et je veux dire à laquelle notre Assemblée n'a plus été soumise depuis 1982. Autant dire que personne ici n'en a le souvenir, si ce n'est quelques agents qui se reconnaîtront et qui ont en effet connu ce temps qui a précédé celui de la libre administration de nos collectivités. Alors, est-ce à dire que l'un et les collectivités françaises ont démérité au point aujourd'hui on veut leur tenir la main? Moi, je ne le crois pas. Je pense que les collectivités ont amplement participé à la modernisation des territoires et du pays. Il suffit d'ailleurs de s'imaginer ce qu'était le département de l'Ain au sortir des années 70 pour voir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'une nouvelle ère va s'ouvrir. Nous allons nous adapter. Moi, j'en suis parfaitement convaincu. Mais, je le dis, ce contrat ne sera acceptable que dans la mesure où il prendra en compte les spécificités de notre département. Parce que participer au redressement des comptes publics ne peut pas être notre seul horizon. Notre horizon, c'est l'Ain. Et je crois que l'idée, c'est bien d'accompagner les acteurs locaux, c'est de créer les conditions du développement. Autrement dit, limiter la progression des dépenses de fonctionnement à 1,4% sans intégrer des éléments dynamiques, ce serait, je crois, une erreur manifeste d'appréciation. On nous dit d'ailleurs que certains arguments pourraient être pris en compte de dynamique, en particulier le niveau de construction de logements et bien sûr la progression démographique, que chacun de ces critères pourrait majorer au mieux de 0,25% le taux directeur de 1,4%. En tout cas, bien des éléments restent à considérer d'ici au vote du budget, au mois de février prochain. C'est un moment, en tout cas, Monsieur le Président, que je vous invite à mettre à profit pour associer notre groupe à ces temps d'échange avec l'État. Parce que notre objectif, lors de ces rencontres, ce serait de faire prendre en considération la diversité de notre département, c'est-à-dire la diversité des territoires, la diversité des habitants et la diversité de sensibilités. Lors de votre installation au mois de juillet, j'avais dit de quelle manière il nous fallait renouveler les pratiques et nous associer largement à la définition des orientations de notre collectivité. Tâchons de dépasser ce qui nous oppose et de multiplier ce qui nous unit, c'est ce que disait Jean d'Ormesson, et je reprends ces mots en lui rendant hommage. Je crois que nous y sommes prêts, particulièrement dans le domaine de l'orientation budgétaire et notamment lorsqu'il s'agit de dialoguer avec l'État. Je suis également très heureux, je dois le dire, en lisant ce rapport, je suis très heureux d'avoir été de ceux qui vous permettent aujourd'hui de tenir vos promesses en matière fiscale. Parce que vous avez l'idée l'an prochain, et c'est une continuité avec votre prédécesseur, de maintenir le niveau des taux d'imposition ou du seul foncier bâti qui nous reste. J'allais dire que vous devriez ajouter d'emblée de maintenir le taux là où une autre majorité a eu le courage de les porter. Parce que sans ces ajustements passés, et je le dis sur le foncier bâti, cela nous permet encore d'être imposés de 14% de moins que la moyenne des départements de France. Eh bien, sans ces ajustements passés, notre collectivité aujourd'hui serait proprement asphyxiée, parce qu'il viendrait à lui manquer plusieurs dizaines de millions d'euros de fiscalité. En tout cas, ces sommes, en 2018, vont financer nos politiques de solidarité et nos investissements, et nous en sommes évidemment très heureux. Peut-être qu'un jour la réalité sera rétablie. Le budget consacré, je le note aussi, consacré aux politiques éducatives, culturelles, politiques de loisirs, c'est au fond le copier-coller du budget 2017. Cela signifie que ce budget 2018 entérinera une nouvelle baisse de 2 400 000 euros
par rapport aux moyens qui étaient consacrés à ces actions en 2014. C'est pourtant, je crois, au fond, le lien entre les habitants qui joue ici. C'est aussi l'épanouissement des plus jeunes en particulier et le vivre ensemble. Et je crois que le chéquier jeune, en lieu et place, ne peut pas pourvoir à tout. En tout cas, il conviendra d'en faire le bilan à l'occasion du prochain exercice. C'est aussi l'occasion de redire que nous sommes prêts à travailler à une nouvelle feuille de route des musées départementaux, qui a souvent été évoquée ici, mais qui n'a encore jamais été dévoilée, et je crois qu'il doit donner un nouvel élan à ces sites muséaux. Est-ce que l'investissement sera mieux traité en 2018 ? En tout cas, à vous lire, son niveau sera renforcé, là où, en 2017, on nous avait dit qu'il serait sans précédent. Alors, je dirais qu'au-delà des formules, qu'en est-il de ces grands travaux qui ont été promis ? La période 2011-2015 nous a vu consacrer 107 millions en moyenne par an à l'investissement. Je n'ai évidemment pas, par honnêteté, pris des années du plan de relance 2008-2009 qui nous avait vu consacrer près de 170 millions d'euros à l'investissement. Eh bien, en 2016, ce chiffre est en net recul, malgré un plan collège qui est en cours d'exécution, et 2017 promet d'être encore inférieur. Alors, il ne s'agit pas pour moi ici de nier le phénomène de cycle en matière d'investissement, je l'ai souvent rappelé. Simplement, je crois qu'il y a quand même un écart important entre l'ambition qui est affichée et les chiffres. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans un esprit constructif et par souci d'efficacité de la dépense publique, parce qu'on sait de quelle manière est-ce que nos dépenses d'investissement font levier sur l'économie locale, je crois que nous devons ajuster nos prévisions et nos engagements en continu. Je vous donne un exemple pour illustrer le propos. Le département s'engage à accompagner le développement de la fibre optique dans l'Ain à hauteur de 30 millions d'euros. C'est un engagement conséquent qui va participer au renforcement de l'attractivité du territoire. Mais l'engagement court sur 10 ans, quand le fibrage doit s'achever d'ici à 4 ans. Pourquoi ne pas soutenir financièrement le déploiement au fil de l'eau et de sécuriser un peu plus son modèle? Je rappelle que dans le même temps, en tout cas cette année, 2017, il y a fort à parier que ce sont près de 20 millions d'euros de nos dépenses d'investissement qui ne seront pas réalisées. Nous demandons, et à juste titre je crois, aux communes de consommer au plus tôt les fonds territoriaux que nous leur attribuons. Eh bien, je crois que nous pourrions aussi avoir ce souci de l'efficience pour notre collectivité. En tout cas, ces ajustements peuvent encore intervenir d'ici, évidemment, au vote du budget. Moi, je suis prêt, pour ma part, à faire d'autres propositions extrêmement concrètes, parce que c'est vrai que dans un contexte qui est mouvant, je le disais, il y a nécessité d'adapter et d'ajuster nos engagements si nous voulons être plus efficaces, et j'ajoute à dépenses d'investissement équivalentes. En tout cas, nous savons de quelle manière tout cela peut participer à un phénomène de levier sur l'économie départementale. Bien, merci Monsieur Greffet. Avant de vous répondre, vous avez cité mon prédécesseur, je vais donc lui laisser la parole. Merci Monsieur le Président. J'ai parlé effectivement au nom du groupe majoritaire de l'un de toute tutelle des collectivités locales. Monsieur Greffet, vous êtes un peu le pompier pyromane parce que vous et votre gouvernement, vous avez baissé la DGF comme sans précédent pendant toutes les années où vous étiez en responsabilité. Et je vous le dis, même si ce pacte, effectivement, on doit en déterminer les contours, il vaut mieux, je préfère avoir un pacte avec des contours plus précis qu'une baisse unilatérale de la DGF comme ça a été imposé à notre département en moyenne de 10 millions d'euros par an. Et donc je pense que c'est important, dans ce pacte effectivement qui a été évoqué, que l'on puisse prendre en compte d'abord un élément qui me semble objectif, c'est celui de la croissance démographique. Et que donc, dans l'évolution des dépenses, il me semble essentiel que le critère de la croissance démographique soit pris en compte afin que notre département ne soit pas pénalisé par rapport à d'autres départements, notamment sur la question de la contrainte de l'évolution à 1,4% des dépenses de fonctionnement. Ensuite, vous dire aussi que sur la dette, et je crois que c'est la force de ce débat d'orientation budgétaire,
c'est que, un, nous tenons nos engagements, et deux, nous avons une politique volontariste à l'égard des territoires. D'abord, nous tenons nos engagements. Sur la dette, là aussi, les chiffres sont têtus, mais vous voyez bien aujourd'hui l'évolution de la dette, ce qu'on appelle à risque, et que cette évolution aujourd'hui, on passe quand même de 30% à 6%, on diminue fortement la capacité de désendettement, et que donc force est de constater effectivement qu'aujourd'hui, la situation du département de l'Ain est bien meilleure qu'au moment effectivement où on avait ces emprunts toxiques. Et dire aussi au-delà de ça que je crois que c'est important. Vous disiez tout à l'heure que finalement on allait supporter des hausses de frais financiers, mais comme l'a rappelé à juste titre le vice-président en charge des finances, d'abord les frais financiers ils ont diminué et que chaque année on a fait des gains en fonctionnement. Et que je vous rappelle aussi que le fonds de soutien c'est 45 millions d'euros et que donc ce sont des recettes aussi de fonctionnement qui seront importantes et qui seront bienvenues pour le département en temps utile. Donc je crois que le cap est maintenu sur la dette, sur la situation d'endettement de notre département et ce malgré le contexte budgétaire. Le cap est maintenu sur les dépenses de fonctionnement également, puisqu'on voit bien que tout ce qui relève de la collectivité en tant que telle, ces dépenses sont maîtrisées. Alors bien sûr, il y a un certain nombre de coûts à maîtriser, je pense notamment aux dépenses sociales et à une situation complètement ubuesque sur la question des mineurs non accompagnés. Et là, il faudra aussi que l'opposition et la minorité clarifient clairement sa position sur cette situation, parce que nous disons, nous, clairement, que c'est une compétence de l'État, parce que ce n'est pas une compétence du département, parce que les mineurs non accompagnés, ce ne relève pas de la protection de l'enfance, ça relève de la question des flux migratoires et que donc l'État n'a pas à se désengager au détriment des collectivités locales et au détriment de son budget en tant que tel. Mais sur les dépenses de fonctionnement également, c'est la disparition et la fin des emplois aidés que nous devons supporter. C'est aussi ce qu'avait fait votre gouvernement et que continue à faire le gouvernement actuel sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle avec l'élargissement, comme vous le savez, des variables d'ajustement. Et puis ce sont aussi les spécificités de ce gouvernement actuel qui aussi met à mal les territoires avec l'abandon des crédits pour les agences de l'eau, en tout cas une réduction drastique sans précédent qui aura un impact sur une politique d'eau et d'assainissement envers les collectivités. C'est bien sûr tout ce qui est fait sur le logement, et là je pense que nous pouvons nous retrouver sur ce combat sur le logement dans un département où nous avons encore la compétence aide à la pierre et où force est de constater que la politique gouvernementale est une politique, comme l'a dit mon collègue de la Verpillière, de désengagement fort et sans précédent. Et donc on voit bien que malgré toutes ces atteintes, il y a un cap qui est fixé par le président et son exécutif, qui est celui de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, qui est celui de la maîtrise de la dette, qui est celui de la poursuite de la politique d'investissement, et puis qui est celui également de la stabilité fiscale. Alors là, heureusement que j'étais assis, parce que j'ai cru entendre qu'en fait c'était finalement grâce à vos hausses d'impôts passées que nous arrivons à stabiliser aujourd'hui nos impôts en tant que tels. Donc c'est une curieuse conception de la politique. Simplement vous dire, Monsieur Greffet, que nous tenons nos engagements. Et nos engagements, l'engagement il est clair, c'est de dire pas de hausse d'impôts. Et que cet engagement, il est d'autant plus difficile à tenir que cette non-hausse des impôts s'est accompagnée d'une baisse de la dotation globale de fonctionnement. Donc vous voyez que c'est un engagement rigoureux auquel on s'astreint. Le deuxième point que je voudrais développer, au-delà du cap qui est maintenu à la fois sur les dépenses, sur la dette et sur la question des recettes et de la fiscalité, c'est bien sûr une politique volontariste en faveur de nos territoires. Vous l'avez toutes et tous rappelé, je crois qu'il y a une poursuite de l'action sur les grands travaux, sur les infrastructures. Alors bien sûr que ici ou là il peut y avoir des retards, bien sûr qu'il faut regarder les investissements au fil de l'eau, et là-dessus je crois qu'on peut vous rejoindre parfaitement, mais il y a une ambition qui est forte, qui est celle de faire des infrastructures, là où votre ancienne majorité, pour des raisons essentiellement idéologiques, avait abandonné ces infrastructures. Je pense notamment à la politique routière. Oui, les rocades de Bourg-en-Bresse auraient certainement dû sortir bien avant. Oui, le bus à haut niveau de service dans le Pays de Gex aurait certainement dû sortir bien avant. Oui, le désenclavement de Bugey Sud aurait dû se faire aussi bien avant, très certainement, et je vous rejoins là-dessus. Mais force est de constater que sur les politiques de grands travaux et d'infrastructures, ça prend quand même un petit peu de temps. Ensuite, sur la question aussi des collèges, nous poursuivons ce plan et nous l'avons surtout rendu soutenable financièrement. Et je crois que ça c'est aussi quelque chose d'important pour nous. Et puis, au-delà de ces grands travaux, c'est l'aide au territoire. Le département reste le premier partenaire des communes. Et le département n'impacte pas les communes, il ne leur fait pas subir une double peine, c'est-à-dire la baisse de leur propre dotation, qui sera accompagnée de celle d'une diminution du soutien du département. Et ça, je pense que c'est à mettre au profit effectivement du nouveau président, qui fait effectivement de ce pacte avec les collectivités une priorité absolue. Parce qu'il nous faut à la fois poursuivre les aides aux communes,
poursuivre les aides sur l'eau et l'assainissement, poursuivre les aides sur l'économie, bien sûr, sur le tourisme, qui est un combat permanent, sur l'agriculture également, et puis la grande nouveauté et l'apport financier majeur, c'est le soutien à la fibre optique, comme vous savez, et au SIEA, parce qu'il s'agit effectivement pour nous de réaliser ces investissements qui sont conséquents. Et enfin, deux dernières priorités, outre la politique des grands travaux, outre la politique en faveur des territoires, c'est aussi la politique éducative et de solidarité. Ça a été rappelé avec le chéquier jeune, qui effectivement est un outil important mis à disposition des familles et de nos jeunes qui doit monter en puissance parce que c'est quelque chose d'important que l'accès à la culture et au sport pour tout le monde. Et puis c'est bien sûr la déclinaison de notre politique sociale avec le plan handicap ou encore le plan senior. Et enfin, n'oublions pas non plus l'effort du département sur la question de la sécurité civile, sur la question de la préservation de nos investissements pour les casernes des pompiers, là où aussi, pendant des années et des années, il n'y avait plus d'investissements en faveur de la sécurité civile. Donc on le voit, ce sont des orientations budgétaires qui sont claires, qui sont, je dirais, audacieuses et qui ont pour objectif tout simplement de faire en sorte que le département de l'Ain soit dans le bon wagon des départements, que ce soit une collectivité chef de file qui accompagne les communes, qui accompagne les intercommunalités, qui soit aux côtés de la région et qui soit surtout aux côtés des habitants de l'Ain. Et je suis très heureux, au nom du groupe de l'Ain de toutes nos forces, de voir effectivement que ces orientations traduisent tout simplement une volonté politique et elles sont au service de nos convictions et de cette volonté politique. Et donc, Monsieur le Président, nous les soutenons avec ardeur et avec vigueur.